Super, Frédéric, oui. Oui. Bonsoir. Je voulais vous poser une question peut-être un petit peu décalée, une question de prospective. Effectivement, au siècle, enfin il y a autrefois, il y avait 5 générations par siècle. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Et c'est en train d'ailleurs de progresser puisque la femme fait son premier enfant maintenant à 30 ans. Donc, quel va être l'impact dans ce siècle à venir sur la relation intergénérationnelle et sur les problèmes effectivement de transmission de mère à enfant? Oui, c'est une très bonne question parce qu'elle rejoint, je voulais répondre aussi à la question sur la famille, le rôle de la famille. Dans la mesure où les femmes font leurs enfants plus tard, mais où elles vivent plus longtemps, on a eu un étirement de cette... mais ça ne change pas fondamentalement, ça, les rapports entre mère et enfant. En revanche, je ne crois pas qu'on puisse imaginer que la famille va combler, va réparer ce que la société n'a pas fait. Je crois même que c'est très dangereux de penser cela et de penser que c'est au sein de la cellule familiale qu'on va pouvoir trouver ce bonheur, puisque c'est justement ce que nous faisons depuis 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que pour se soigner de la crise, on se replie sur cette cellule familiale. Donc ça explique en effet les solidarités intergénérationnelles, le fait que les parents ne vont pas abandonner leur enfant qui est la chair de leur chair, qui est leur projection narcissique. Mais en revanche, ça ne nous dit rien de la capacité des parents à transmettre quelque chose à leurs enfants. Ou plutôt, ça nous dit tout, ça nous dit qu'il y a un réel problème de ce point de vue-là, pour des raisons très diverses. La première raison, ce serait justement cette modification du rapport entre parents et enfants qui est liée à la maîtrise que les femmes ont de leur corps, le fait qu'elles choisissent de faire un enfant, que cet enfant est désiré, ce qui crée une responsabilité de la part des parents qui choisissent de mettre au monde cet enfant, surtout dans un monde comme le nôtre, et qui, du coup, a une influence non négligeable sur la façon dont les parents vont éduquer leur enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sentent responsables de cette vie qu'ils ont choisi de mettre au monde, il y a une nécessité pour eux que cette vie-là soit réussie et que cet enfant soit heureux. Sinon, c'est eux qui portent ce fardeau. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que du coup, il y a ce besoin absolu de voir les enfants s'épanouir et on va dire que c'est peut-être pas la meilleure chose pour éduquer un enfant. Ça rejoint ce qu'on disait sur l'école, cette idéologie de l'épanouissement de l'enfant à l'école, cette incapacité que nous avons à titre collectif à choisir ce que nous devons transmettre à l'école, quel savoir, et doit-on les imposer, et de quelle manière, qu'est-ce que l'autorité. Tout ça est lié à notre impression que finalement nous ne sommes plus légitimes pour transmettre quelque chose et que la seule obligation qui est la nôtre, c'est de rendre ces enfants absolument heureux. Et je crois que ça, c'est une énorme erreur. Après ça, s'ajoutent différents autres facteurs. Il suffit de regarder les données statistiques sur le rôle de la télévision dans les familles pour voir, par exemple, que le nombre de mots prononcés dans une famille, donc les échanges entre générations, sont inversement proportionnels au temps de télévision et en particulier au temps que consacre l'enfant à regarder la télévision. Et encore plus intéressant, c'est le nombre de mots prononcés par le père qui baisse le plus. C'est-à-dire que autant la mère préserve en quelque sorte cette relation, autant la télévision s'installe au détriment du père, au détriment donc de cette parole que peut amener le père sur le patrimoine, justement, le patrimoine culturel, c'est-à-dire tout ce qu'il est censé porter sur le monde extérieur. Et alors, là aussi, bon, on va me dire que c'est une vision catastrophiste des choses. Non, c'est simplement une analyse. Et pour compléter ce que disait Louis Chauvel sur la catastrophe à venir, on va le voir très très rapidement. On commence à le voir dans, par exemple, les données, les fameuses enquêtes PISA, qui nous montrent un petit peu le niveau des élèves français par rapport aux élèves des autres pays. Bon, là, l'enquête PISA 2009 nous a montré que la France baisse encore un petit peu, en particulier d'ailleurs pour les performances mathématiques et scientifiques, où là, c'est une véritable catastrophe. Alors qu'en tête de ces enquêtes, nous avons Shanghai, ensuite la Corée du Sud.
Bon, la Finlande qui est en train de se casser la figure, et puis derrière, Singapour et Hong Kong. Donc oui, il vaut mieux apprendre le chinois, vous avez raison, c'est vraiment l'avenir. Et malheureusement, 2012 et 2015 risquent de donner des résultats à peu près semblables, ou en tout cas de continuer sur cette pente. Pourquoi ? Parce que ce que nous montre l'analyse des résultats en France, ça c'est très intéressant, ça nous montre que la France a un noyau d'excellents élèves, dont parlait Louis Chauvel tout à l'heure, qui a même un tout petit peu augmenté, pas significatif, mais un petit peu quand même. Et puis le reste est en train de glisser vers les élèves en très grande difficulté. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élèves moyens et de plus en plus d'élèves en très grande difficulté. Ça nous apprend quoi ? Alors différents journaux, Le Monde, Libération, ont expliqué que c'était de la faute de cet horrible système éducatif français qui est affreusement élitiste et qui donc ne sert que les héritiers. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est tout simplement parce que l'école française, justement parce qu'elle ne transmet plus, parce qu'elle ne sait même plus apprendre à lire et à écrire et à compter, ne permet pas aux enfants de s'en sortir. Certaines familles ont le patrimoine culturel chez elles et peuvent compenser, voire même peuvent se payer des cours supplémentaires. Ça nous donne ce petit noyau dur d'élèves excellents. Et puis tous les autres sont en train de dériver. Donc ça, c'est quelque chose qui nous prépare en effet une catastrophe absolument terrible parce que, encore une fois, les pays d'Asie sont en train de préparer, avec les systèmes éducatifs les plus durs qui soient, les plus autoritaires et les plus épouvantables, un enfant en Corée du Sud dort en moyenne 5h24 par nuit. Personnellement, je ne pourrais pas. Et le reste est consacré à travailler. Donc voilà, nous n'avons pas su transmettre ça à nos enfants, donc nous préparons quelque chose d'assez épouvantable parce que nous avons déclassé nos enfants. Voilà. Donc la question de savoir ce qu'on fait au sein des familles, c'est très gentil, mais je ne crois pas que ça sauvera ce qui se passe actuellement.